Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Richard Delorme, directeur associé d'EIM, un cabinet spécialisé dans le management de transition, et Arnaud Chalambelval, manager de transition en exercice. Messieurs, bonjour. 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 Alors, vous l'avez compris, dans ce numéro des Décideurs de l'Emploi, nous allons faire le zoom sur le management de transition, fonction méconnue, mais pourtant de plus en plus stratégique dans un monde en perpétuel changement. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Richard Delorme. Vous êtes donc le directeur associé d'EIM, un cabinet spécialisé dans cette discipline, si je puis dire. Comment la définiriez-vous ? Eh bien, c'est un métier qui est né il y a 25 ans, d'une initiative de EIM en Hollande, qui s'est considérablement développée depuis en Europe et qui consiste pour les entreprises à faire appel à des cadres supérieurs et dirigeants surqualifiés, très expérimentés, pour faire face à des phases de transition, des phases critiques de la vie de l'entreprise. Bien sûr, la gestion de crise, je pense qu'on va en reparler, mais aussi, d'une manière générale, des projets de transformation, de mutation, pour lesquels elles ont besoin d'experts qu'elles n'ont pas de raison d'avoir en interne. Et donc, elles recourent à ce mode de collaboration pour des durées déterminées, pour des projets. Arnaud Chalambelval, vous vous définissez comme un manager des transitions. Quelle dimension supplémentaire cela induit, là, ce D ? La dimension supplémentaire, c'est que nous ne sommes pas des managers en transition, mais nous manageons des projets de mutation de l'entreprise. À ce titre, moi je dirais plus simplement qu'on est des directeurs de projets opérationnels. Voilà. Et alors, quelle différence avec le métier de consultant, Bien sûr, le consultant intervient dans des sociétés externes justement pour aider à piloter des virages stratégiques. Quelle différence avec votre métier ? Alors, de mon point de vue, le métier de consultant est d'abord un métier de conseil, d'analyse, de rédaction, d'un audit, d'un bilan. Le métier de manager de transition comprend tout à fait le terme manager, c'est-à-dire qu'on est dans le faire, on est intégré dans les rangs de l'entreprise, dans l'organigramme de l'entreprise, et on occupe une fonction, on a des pouvoirs, on a souvent un mandat social, et donc les mêmes responsabilités qu'un dirigeant opérationnel de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Oui, Richard Delorme ? tout à fait. Je dirais que les consultants ont l'art et la manière de bien poser les problèmes, ont les moyens de faire des analyses, de faire des recommandations. Je pense que le manager, il a souvent que 15 jours pour se faire une opinion très rapide, mais il est dans l'action très vite. Et en effet, il est dans la ligne hiérarchique, il est en poste. Donc le manager de transition a les mains dans le cambouis, c'est ça, Arnaud ? Absolument. 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 Et alors pourquoi avoir choisi de faire ce métier ? Comment êtes-vous devenu manager de transition ? Alors, je pense qu'on devient manager de transition de par sa personnalité, de par son passé, son expérience. J'ai un passé d'officier de marine dans Vous avez été pendant 16 ans, en effet. Officier de marine, et dans lequel on fonctionne par mission. Et une mission de management de transition, c'est une mission, elle correspond à un besoin particulier de l'entreprise à un moment déterminé. Alors l'entreprise n'a peut-être pas les cadres, ne veut peut-être pas bousculer son organigramme. Toujours est-il qu'on nous demande de venir faire quelque chose de particulier, qui a souvent été identifié d'ailleurs par des consultants. La solution a souvent été dictée, prescrite, décidée et validée par l'entreprise, et nous venons là pour la mettre en œuvre. Et ce côté terrain et opérationnel, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je dirais qu'en plus, dans le management de transition, venant pour une mission bien particulière, étant considéré un peu comme le spécialiste ou celui qui va savoir faire, on a le droit de dire un certain nombre de choses et on définit ensemble les moyens. Donc ça n'est plus à discuter après. Alors, quelle est la nature de ces missions, Richard Delorme ? Alors, pour faire simple, un tiers des missions relèvent de la gestion de crise. Des restructurations, des plans de transformation qui ont des conséquences sociales. Mais ce n'est qu'un tiers des missions, en tout cas pour ce qui nous concerne.
Nous avons de nombreuses missions qui sont en fait des missions beaucoup plus positives de direction de projet, de développement. Ça peut être le lancement de nouvelles activités, ça peut être la création de nouvelles usines, alors en général pas en France, mais en tout cas à l'étranger, qui sont confiées à des managers qui ont déjà fait ce boulot. Ça peut être dans certaines situations du remplacement dans l'attente d'un recrutement. Il y a des postes qui doivent être tenus de manière permanente. Et donc voilà, donc il y a un spectre, un éventail assez large de missions. La gestion de crise, qui est souvent un petit peu, à laquelle on assimile le management de transition, n'est qu'un tiers de nos missions. Alors justement, vous me tendez une perche. Est-ce que vous vous considérez comme un nettoyeur, quelqu'un qui fait le sale boulot, Arnaud Belval ? Absolument pas. On est là pour tenir un poste dans des conditions et dans le cadre d'un projet qui a été défini. Et nous sommes là pour apporter notre expertise. Si je prends un dernier exemple, un exemple d'une dernière mission, une entreprise en redressement judiciaire, une grande usine dont le directeur ne souhaitait pas... Je crois qu'on peut la citer, hein. Il s'agit, j'imagine, de GAD, société d'abattage de porc, qui fait d'ailleurs, qui revient sur le devant de la scène, puisque Intermarché a fait une proposition et ils vont, je crois, racheter un des 3 sites de l'entreprise GAD. Le seul site qui reste. Le seul site qui reste. Le seul site Alors, qui reste. vous êtes intervenu il y a 1 an auprès de cette entreprise. Moi, je suis intervenu, on m'a demandé D'abord, on m'a demandé ce que je pouvais faire. Et mon métier, c'est un métier de mutation industrielle. Moi, mon offre, je fais de la mutation industrielle dans des contextes un petit peu difficiles, des contextes sociaux un petit peu difficiles. Redressement judiciaire, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas où ça nous conduirait exactement. Néanmoins, il faut que l'entreprise, que l'usine marche. Il fallait abattre tous les matins un certain nombre de cochons pour pouvoir continuer à faire du saucisson, faire tous les produits de charcuterie que nous connaissons bien. Et pour cela, on m'a demandé de prendre la direction de l'usine. J'ai donc connu toute la phase avant la décision du tribunal de redressement ou de pas redressement, de continuation ou pas continuation. Cette phase a été une phase dans laquelle j'ai trouvé ma légitimité. Ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain. Ça veut dire qu'on abat les porcs à partir de 5 h du matin. Il faut être là à 5 h du matin, voir comment ça se fait. Alors justement, quel était votre objectif ? C'était justement faire en sorte que l'entreprise continue de produire malgré ce contexte de redressement judiciaire. Mon objectif, les objectifs qui m'avaient été donnés, c'est de faire que la production continue à sortir, qu'on sorte le nombre, la qualité, et qu'en même temps, l'établissement continue à vivre ses règles sociales normales. Il fallait tenir des CE, il fallait tenir un certain nombre d'instances, il fallait en même temps être capable de ne pas avoir d'accident dans une période très tendue, dans une période de crise, d'urgence, où les gens sont énervés. Il y avait 1200 emplois quand même dans cette usine. Et alors là, quelle était la durée de votre contrat ? La durée de mon contrat, il était au départ de 6 mois. Et j'y suis resté 18 mois parce que d'abord, ça n'a pas été aussi vite et le jugement du tribunal n'est arrivé pratiquement que 10 mois après. Mais en plus, dans une mission de cessation d'activité d'une usine, il y a la partie très médiatique des conflits, des problèmes sociaux, du tribunal, etc. Il y a toute la partie après qui consiste à dépolluer le terrain, éventuellement, vendre le matériel, régler tous les problèmes administratifs qu'il peut y avoir avec les autorités de l'État, avec les autorités de l'environnement. Et on m'a demandé d'aller jusque-là. C'est pour ça que j'ai continué 6 mois après la simple mission de fermeture, d'arrêt d'activité du site. Richard Delhomme voulait réagir. Je voulais juste dire que nous venons de réaliser 2 missions avec un objectif initial qui était de fermer 2 sites industriels en France. Eh bien, grâce à l'excellence des managers de transition qui ont été mis en place, dans un cas, la performance du site s'est améliorée en 6 mois et le site a été pérennisé. Donc la décision de fermer le site a été purement et simplement abandonnée. Et dans l'autre cas, le site a vu ses résultats se redresser. Le manager de transition a
obtenu l'accord du client pour une cession de ce site, a collaboré à l'identification de repreneurs, est en train de négocier la reprise du site avec la sauvegarde de 70 emplois. Donc je veux dire par là que dans les situations de crise, un très bon manager peut non seulement gérer très correctement une crise, mais peut sortir par le haut. Alors, combien de temps, en général, dure une mission? Est-ce qu'il y a des durées moyennes? Oui, c'est assez clair. La durée moyenne des missions actuellement est de l'ordre de 7 mois. Il faut dire qu'en gros, s'il s'agit d'un remplacement poste pour poste d'un manager de transition, c'est une durée de 3 à 6 mois. S'il s'agit de conduire un projet de transformation sur l'organisation de l'entreprise, c'est plutôt 6-12 mois. Et enfin, s'il faut redresser une situation très dégradée, c'est plutôt 12 à 24 mois, temps nécessaire pour accomplir un redressement. Alors, est-ce que c'est toujours justement lié à un objectif? Le contrat est toujours lié à un objectif? Il faut que les objectifs soient clairs. Aucune mission de management de transition ne peut démarrer sans que les objectifs aient été clairement définis. Ils peuvent évoluer en cours de route, mais il est très important. Un manager de transition n'est pas un manager comme les autres. Il est là pour un objectif donné, dans un temps imparti. Bien sûr, nous faisons des réunions régulièrement avec le client et le manager de transition pour vérifier que ces objectifs sont tenus, éventuellement amender ces objectifs, mais c'est important que la mission soit claire. Arnaud Chaland-Belval, est-ce qu'on atteint toujours ces objectifs? Peut-être si vous voulez aussi rajouter... D'abord, je voudrais préciser, c'est très important de dire qu'il faut que les objectifs soient très très clairs. Dans la mission que j'ai menée chez GAD, il n'était pas écrit que ce serait l'établissement de l'Ampol Guimillot qui serait fermé. Il fallait donc, dans cette période de crise et un petit peu difficile pour tout le monde, il fallait conserver en état l'outil de production et continuer à faire des progrès qui avaient été entamés par celui qui était là avant. Mais il fallait continuer à progresser. C'est très important. Et ça, c'était très clair. On ne savait pas quelle serait la décision. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'atteignez pas vos objectifs? Alors, d'abord, il faut faire, autant que faire se peut, en sorte de pouvoir les atteindre. Maintenant, il faut voir... Est-ce qu'on allonge la durée du contrat jusqu'à atteindre ça dépend pour quelle raison on n'atteint pas les objectifs. Hein. C'est avec le client que ça se décide, et en l'occurrence avec le cabinet qui est responsable de la mission, car le manager de transition n'est pas seul. Hein. Et il met aussi en jeu, en prenant certaines décisions, la notoriété, la réputation du cabinet lui-même. Hein. Donc ce sont des décisions qui se prennent à plusieurs. Parce que vous accompagnez tout au long de la mission du manager que vous placez. Lorsque le manager de transition travaille avec un cabinet comme le nôtre, nous accompagnons cette mission, nous faisons des réunions régulières avec le client et le manager de transition. Ce sont des processus qui sont très importants pour nous. Moi, je dois dire que, pour répondre à votre question, les cas où les objectifs ne sont pas tenus sont rarissimes. En fait, il faut bien comprendre que le manager de transition est toujours surdimensionné par rapport au poste et à la mission qui lui est confiée. Et c'est une garantie absolue, c'est une condition nécessaire et importante pour la réussite de la mission. Donc pensez, si vous faites appel à un manager de transition, pensez à surdimensionner, à surqualifier le manager. Ce n'est pas au moment où il faut gérer une situation spéciale, une situation de transition, qu'on fait grimper 2 barreaux à l'échelle pour un jeune cadre. C'est l'inverse. Là, on utilise l'expérience et qui peut le plus, peut le moins. Et alors, j'ai une question d'Igor, hein, vous le savez, cette émission aussi donne la parole aux internautes. Igor demande, est-ce que finalement chaque dirigeant, qu'il soit en poste soi-disant permanent ou non, n'est-il pas en transition ? Oui, c'est évidemment devenu une réalité. Quand nous qui voyons des CV toute la journée, nous constatons bien que les carrières s'accélèrent, les changements de poste sont plus fréquents, les changements d'entreprise sont très fréquents. Et beaucoup de managers viennent nous voir en nous disant « Vous savez, j'ai passé 20 ans dans tel groupe, mais en fait, j'ai fait une douzaine de missions successives. Donc je suis déjà rodé et je sais comment m'intégrer rapidement dans une nouvelle situation. » Alors justement, Jack, dans le prolongement, nous dit le management de transition, est-ce que c'est le nouveau modèle de contrat de travail des cadres dirigeants ? Alors, je peux vous renvoyer, en tout cas ceux qui s'intéressent, à la lecture d'un article qui vient de paraître dans la Harvard Business Review, qui traite de ce sujet-là et qui, en gros, en substance, dit qu'aux États-Unis, l'avenir, c'est que les meilleurs managers seront des super temps.
c'est-à-dire des super managers de transition, et que, vous voyez, l'image, la vieille image archaïque, c'est on est manager de transition parce qu'on ne peut pas faire autre chose, parce qu'on a connu un échec dans sa carrière à 50 ou 55 ans. Et bien aux États-Unis, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. Vous l'avez vécu comme ça, vous, Arnaud Chaland-Belval? Comme une opportunité. Comme une opportunité et aucune envie de retourner dans un système un petit peu longitudinal, même s'il est en pente positive. Alors, vous avez, quand vous êtes manager de transition, j'ai l'impression une situation quelque part un peu d'esprit libre. Vous avez déclaré dans l'Usine Nouvelle en 2005, pour exercer ce métier, il faut avoir le courage de dire les choses en face sans entrer dans les jeux politiques. Si on a des velléités carriéristes dans la société qui nous mandate, on oublie le sens de sa mission. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, eh bien, nos organisations sont devenues à ce point sclérosées par les mécanismes politiques que seule une personne externe peut opérer le changement? Non, non. Vous avez dans toutes les entreprises des gens qui sont parfaitement droits dans leurs bottes et qui savent dire ce qu'ils ont à dire, mais lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on est dans un mouvement, on a tendance à écouter aussi le mouvement qui est entamé par l'entreprise. On participe aussi à un certain nombre de séminaires, de colloques, d'instances qui vous formatent un petit peu l'esprit de l'entreprise, la culture de l'entreprise. C'est pas un 20 mots. Quand vous avez passé 15 ans, 20 ans dans une entreprise, forcément, vous savez ce qui se fait pas, comment vont réagir les gens. Le manager de transition, lui, il doit à son client la clarté, la transparence. C'est-à-dire, ça, je ne le sens pas, ou ça, je le sens. Il m'est arrivé de dire à un président, là, on va au clash. On va avoir un accident. Et ça, je n'ai pas le droit de vous laisser croire qu'il n'y en aura pas. Donc je vous le dis, je l'écris, je prends les dispositions pour que vous m'écoutiez. Il faut avoir de temps en temps la transparence. Richard Delorme, est-ce que vous pensez que nos organisations sont sclérosées par les jeux politiques? Non, pas forcément, mais on a une formule dans le management de transition. Le manager de transition n'a ni passé ni avenir dans l'entreprise. Et c'est très important. Il n'a pas de passé, donc il n'est pas marqué par une histoire. Et il n'a pas d'avenir, donc il peut consacrer son énergie à sa mission. Alors que nous savons tous que dans les entreprises, il faut consacrer une part importante de son temps à préparer le job d'après. Et donc on se détourne en quelque sorte des réalisations très concrètes pour façonner sa carrière. Donc ni passé ni avenir, ça donne aussi des managers qui sont désintéressés, qui sont concentrés sur leur mission. Voilà. Ceci dit, les entreprises ne sont pas sclérosées, bien évidemment, tout ça est pris en compte. C'est le mot qui les caractérise. Alors, quels sont les postes à pourvoir justement dans le management de transition? C'est ce que nous allons voir après le petit jingle. Alors, Richard Delorme, au sein de votre cabinet EIM, quelles sont les missions que vous proposez en ce moment? Alors, nous avons un assez large éventail de missions et de postes. Ce sont, pour l'essentiel, dans ce métier, les membres des comités de direction, donc le directeur général et son équipe, dans des entités qui font, qu'elles soient filiales de groupes, qu'elles soient sociétés indépendantes ou participations dans les fonds d'investissement, qui font entre 30 millions et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est dans cette catégorie-là que nous avons des missions. Ce sont les grandes fonctions des comités de direction, c'est-à-dire au-delà du directeur général, les ressources humaines, la finance, les opérations industrielles, bien sûr, mais aussi les achats, la qualité et les postes commerciaux. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de missions, de projets de missions. Oui. Ce serait trop long de détailler chacune de ces... Alors peut-être dans quel secteur? Les secteurs sont assez variés. Alors 50% de nos missions sont dans l'industrie. Ce métier est né de l'industrie, donc évidemment nous sommes très intéressés par des profils de managers opérationnels ayant l'expérience de l'industrie, mais nous avons aujourd'hui des projets de mission dans l'assurance, par exemple, dans les sociétés de services, dans la distribution. Voilà. Je dirais que c'est difficile de rentrer dans le détail de chacune de ces missions. Nous sommes de manière générale intéressés à recevoir des candidatures d'hommes et de femmes qui ont de l'expérience, au moins 20 ans d'expérience professionnelle, et qui sont des managers opérationnels, qui ont dirigé des équipes
plutôt des managers, des experts, et qui représentent les fonctions d'un comité de direction. Alors, je vous entends en effet dire d'hommes et de femmes. Est-ce que, quel est le pourcentage, quelle est la part que représentent les femmes justement dans ces managers de transition? Nous étions très fiers en début d'année. J'avais fait une statistique pour un de mes clients et nous avions à ce moment-là 30% de nos missions étaient tenues par des femmes. Cela dit, je pense que c'était une proportion un peu atypique. J'imagine que la proportion est un peu inférieure. Mais nous avions 30% de femmes qui tenaient des missions dans les directions des ressources humaines, bien sûr, mais aussi des achats, direction juridique. Alors, pas de directeur de site industriel. Voilà, 30%. Et alors, comment se passe le processus de recrutement? Il est exactement à l'inverse de ce que font les cabinets de recrutement ou de search. C'est-à-dire que nous, par définition, il faut pouvoir présenter en 24 ou 48 heures un manager pour une mission. Ce qui signifie qu'il faut avoir fait tout le processus d'identification et d'assessment avant. Donc nous, c'est très simple. Il faut nous écrire, si on a encore une fois ce type de profil. Nous faisons un premier assessment des profils. Et puis quand, quelques semaines, c'est-à-dire que vous recevez des candidats avant même d'avoir de mission? Pas tous. Nous recevons à froid une partie des candidats. C'est juste une question d'arbitrage dans nos emplois du temps. Mais nous essayons de voir le maximum de candidats. C'est la ressource principale. C'est ce qui est le plus riche. Mais nous ne pouvons pas voir tout le monde à froid. Mais nous voyons un ensemble de managers à froid. Nous qualifions tous les CV reçus à froid. Et bien sûr, au moment où une mission se présente, dans les 24-48 heures, nous revoyons le manager et nous rentrons dans le détail, nous prenons des références professionnelles. Mais je veux dire, on inverse le processus pour pouvoir mettre à la disposition des entreprises en 48 heures un manager de transition. Et alors, quels sont les contrats proposés? Arnaud Chalon-Belval, par exemple, vous allez peut-être nous dire, vous, ce qui vous concerne particulièrement. Est-ce que vous êtes en statut indépendant? Est-ce que vous êtes en portage salarial? Est-ce que vous êtes employé par l'entreprise dans laquelle vous êtes missionné? Est-ce que vous êtes embauché par exemple, un cabinet de recrutement comme un cabinet spécialisé comme EIM? Comment ça marche? Mon cas personnel fait que j'ai à peu près occupé tous les statuts, sauf celui d'avoir mon entreprise personnelle, parce que je jugeais que j'en avais pas besoin. Donc j'ai fait des missions en portage, j'ai fait des missions où j'étais porté par le cabinet qui m'avait fait intervenir, et j'ai fait des missions en CDD. Le mission en CDD, c'est parce que vous l'avez trouvé directement, que vous n'êtes pas passé par un cabinet, et en général, ce que vous faites avec le cabinet, vous le faites directement avec l'entreprise. L'autre solution, c'est d'avoir sa propre structure et de faire payer sa structure en honoraires, et ensuite vous vous salariez. Il existe à la marge, mais complètement à la marge, des entreprises qui recourent au CDI, mais c'est quelque chose de très marginal et qui doit être très bien cadré. Il ne faut pas tomber sur quelqu'un qui ensuite va vouloir rester dans l'entreprise. Donc l'entreprise prend un danger, prend un risque. Mais ça peut être intéressant pour l'entreprise quand elle sent que la mission va être un petit peu longue. J'ai l'habitude de dire que dans certaines entreprises publiques ou anciennement publiques, vous ne changez pas la culture et vous n'apportez pas la mutation industrielle en 18 mois. Ne serait-ce que le contexte syndical, social, culture de l'entreprise, nécessite parfois 36 mois, 40 mois. Et ça peut être... Mais il faut que le manager reste dans sa logique. Il n'est pas là pour s'incruster et pour rester et faire carrière. Et vous n'avez jamais eu envie de rester, justement? Moi, non. Alors, pour quelle raison? Parce que j'aime ce style de vie où il y a à chaque fois un nouveau défi, un nouveau challenge, où on va dans des cultures différentes. Moi, je suis allé dans la presse, dans les imprimeries, je suis allé dans l'agroalimentaire, je suis allé dans la chimie et j'ai fait de la voiture. Trouver le point commun là-dedans, c'est le management des hommes, c'est le projet de l'entreprise, une mutation à conduire. J'ai fait du débarrage d'usines, j'ai fait du retournement de situation, du lancement de produits dans la voiture sur le plan industriel. Et bien évidemment, de temps en temps, il y a un accident. Alors, oui, un commentaire. Il y a à peu près en France 1000 managers de transition qui, comme Arnaud, en ont fait un métier. Et donc, pour rien au monde, je pense, ne retourneraient dans l'entreprise. Mais il y a en même temps quelques milliers de managers qui ont plutôt quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui, eux, font des missions de transition qui peuvent déboucher
sur un poste permanent. Alors, donc il ne faut pas exclure, il faut pas du tout exclure ce projet professionnel. Vous avez en fait deux types de managers de transition, ceux qui en ont fait un métier durablement et ceux qui s'intéressent au management de transition pour une période déterminée, dans l'espoir et dans l'attente de trouver un job. Et assez souvent, ces missions se convertissent en poste permanent. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un peu nouveau. Et quid de la rémunération ? Écoutez, la rémunération, le principe absolu, c'est que il faut que le client soit disposé à payer le management de transition un peu au-dessus du prix du poste. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on met en place des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'expérience, qui sont surdimensionnés. Donc, le principe, c'est que les postes en management de transition doivent être rémunérés un petit peu au-dessus du niveau du poste. On sait que c'est pour une période déterminée. C'est un peu la règle et je pense qu'en France, elle est suivie. Alors, peut-être vous voulez rajouter quelque chose ? Il y a une autre raison pour laquelle il faut que ce soit payé un petit peu au-dessus du poste, c'est qu'il faut que le manager de transition ne soit pas poursuivi par le fait de trouver une autre mission et de ne pas avoir d'intermission. Si en mission, il pense déjà à comment il va faire pour basculer sur une autre mission, il devient moins efficace. Il a une partie de sa mobilisation qui n'est plus dans la mission. Et ça, il faut le penser. On ne tombe pas dans un système qui vous rémunère quand vous n'êtes pas en mission. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Petit commentaire supplémentaire, on dit souvent les managers de transition sont des mercenaires, une manière de gagner beaucoup d'argent. Alors c'est pas vrai. D'abord les managers de transition gagnent ce qu'on doit gagner pour un poste donné, un petit peu plus éventuellement. La plupart du temps, c'est pas l'argent qui les motive le plus. Ce sont des hommes et des femmes qui ont assez souvent l'idée de restituer à la société ce qu'ils ont reçu, donc valoriser 20, 30, 35 ans d'expérience. Et je vous assure que quand ils partent le lundi matin aux aurores et qu'ils rentrent le vendredi soir dans la nuit, tout ça pourrait être payé parfois moins qu'ils n'étaient payés 10 ans auparavant quand ils étaient salariés de grands groupes. Eh bien, c'est évidemment pas pour l'argent. Vous reconnaissez dans ce portrait, Arnaud ? Je reconnais tout à fait dans ce portrait. La qualité d'un manager de transition, c'est d'être très disponible. Donc on part... S'il faut être le lundi matin, on part le dimanche soir et on rentre le samedi matin. Autre chose, une des caractéristiques de ce métier, oui, c'est que c'est un métier d'expertise, qu'on n'a pas toujours l'occasion de travailler sur son expertise et qu'on préfère parfois faire autre chose dans ces moments-là. Moi, j'aime bien j'ai toujours un projet dans un intermission. Voilà, là, j'ai besoin de 4 mois avant de reprendre une mission. Alors, quelles sont les qualités, justement, pour devenir un bon manager de transition ? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique « Les conseils aux candidats ». Alors, Arnaud Chaland-Belval, je me retourne d'abord vers vous. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon manager de transition ? Alors, il ne faut pas être stressé. Il ne faut pas avoir le stress de la paie qui arrive à la fin du mois et qui va donner une vie régulière. Il faut être très disponible, il faut aller là où on vous demande d'être en mission. Après, c'est le comportement qui apporte. Il faut savoir écouter, il faut être humble. On ne connaît pas l'entreprise. Il y a des tas de pièges qu'on ne connaît pas. Il faut écouter et essayer de trouver sa légitimité en très peu de temps. Et puis, c'est l'honnêteté intellectuelle. Être capable de dire aux clients et aux gens avec lesquels vous travaillez la réalité de la situation et où vous voyez qu'il y a des risques ou pas des risques, et oser dire, avoir une liberté de parole qui n'exclut pas toute la courtoisie qui va bien et tout le respect de toutes les règles qui réglementent une société. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments de solitude ? On connaît la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que le manager de transition peut parfois se sentir un peu esseulé ? Alors, le manager de transition peut se sentir effectivement un petit peu esseulé parce qu'il porte sur ses épaules finalement un projet qui n'est pas le sien au départ, qu'il peut avoir à certains moments des doutes sur est-ce que c'est vraiment le vrai besoin et est-ce que le projet avoué est bien celui qui, quand on vous appelle dans une entreprise, dans une usine en redressement, est-ce que derrière le projet c'est de fermer l'usine ou c'est d'essayer de voir comment on peut la sauver ?
Maintenant, on gère ça. D'abord, quand on est passé par un cabinet, on gère ça avec le cabinet. Moi, j'ai appelé plusieurs reprises quand j'avais des doutes. Et pour la raison que j'exposais tout à l'heure, c'est qu'on est là, on porte le fanion du cabinet par lequel on est arrivé. Donc, on a une possibilité de réponse, de mise en relation avec quelqu'un qui a déjà géré le problème que l'on a pu avoir. Et puis, on a dans nos propres réseaux des équipes de soutien Alors j'ai vu que vous faites partie d'une association que vous avez cofondée justement, Amadeus, et qui justement réunit des managers de transition. Est-ce que c'est justement dans ce but de partager les expériences? Alors c'est dans le premier but, ne soyons pas angéliques. Le premier but, c'était de faire un réseau partagé. Le deuxième but, c'était effectivement de proposer un échange sur nos missions qui nous permettent d'être plus forts. Et on met en place, effectivement, nous, une équipe de soutien composée de 3 personnes qui n'ont pas le même profil que vous mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un cabinet, mais nous sommes effectivement reconnus et souvent un vivier pour les cabinets comme EIM. Richard Delhomme, est-ce que vous avez des conseils très concrets pour d'éventuels candidats qui se diraient moi je veux devenir manager de transition, sur ne serait-ce que déjà le CV et peut-être de potentiels entretiens avec vous? Alors sur le CV, on peut donner 3 conseils très simples. Le premier, c'est d'être concis. Je pense que 2-3 pages, ça suffit largement. Les entretiens vous donneront l'occasion de développer tel ou tel point. Le deuxième conseil, c'est d'être sobre, je dirais même classique, dans la présentation des CV. Il faut peut-être éviter le jeu des couleurs, les typographies, de faire de la cosmétique. Tout ça, c'est très compliqué pour nous recruteurs. Donc, restez sobre et classique. Un titre, 3 lignes de synthèse de vos expériences, de vos compétences, votre parcours professionnel. Et enfin donnez des faits et des chiffres. Donnez les chiffres clés des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, indiquez le nombre de personnes que vous avez managées et dans les faits, donnez un aperçu de vos réalisations. Alors, on va terminer sur une dernière question un peu plus personnelle. Vous nous l'avez dit, vous avez été pendant 16 ans officier de marine. Vous, Richard Delhomme, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'ENSTA, l'école nationale, si je ne me trompe pas, supérieure des techniques avancées, et qui était anciennement l'école du génie maritime. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que l'un et l'autre, vous retirez quelque chose de l'esprit marin? Bon, c'est surtout Arnaud qui pourrait répondre. Moi, j'ai fait mon service dans la marine, je fais de la voile, donc j'adore le monde de la mer et des bateaux, mais je pense que très honnêtement, c'est Arnaud qui pourra répondre le mieux. C'est déjà beaucoup parce que, une fois où cette question m'était posée, mais comment est-ce qu'on peut obéir quand on a commandé à la mer, etc. Et j'ai répondu, vous savez, si j'obéissais pas à la mer, depuis 16 ans, elle m'aurait mis au fond. Je pense que ce que m'a apporté ma carrière maritime, que j'exploite aujourd'hui dans mon métier, c'est l'esprit de mission et de service, c'est la disponibilité et c'est la rigueur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve dès mardi prochain pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. Et cette fois-ci, nous parlerons de l'apprentissage. Est-ce une solution pour lutter contre le chômage? C'est la question que je poserai à mes invités. Merci, à la semaine prochaine.